Une conférence santé sur le thème Comment prendre soin de son microbiote était organisée récemment au Centre socio-culturel de Sarre-Union. Organisée dans le cadre des ateliers autour du bien vieillir en Alsace-Bossu, elle était animée par Céline Distel-Bonnet, une diététicienne du réseau d'éducation thérapeutique REDOM. Après les mots de bienvenue de Caroline Bibert, coordinatrice senior au Centre socio-culturel, Céline Distel-Bonnet a su captiver le public autour d'une thématique passionnante, le microbiote jouant un rôle capital pour la santé des systèmes digestifs et immunitaires. Et donc j'interviens aujourd'hui pour vous parler d'une thématique dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, dans les magazines, même à la télé. Donc c'est ce fameux microbiote. Alors, il y a encore plein de choses qui sont à découvrir sur le microbiote. Peut-être que vous allez me poser des questions dont je n'aurai pas la réponse encore, parce que c'est encore une thématique où il y a pas mal de recherches qui sont encore en cours. Mais du moins, je vais essayer vraiment de vous présenter, de vous permettre de mieux comprendre ce que c'est le microbiote, pourquoi c'est important d'en prendre soin et comment en prendre soin. Vous sauriez le définir, ce que c'est le microbiote ? Non, pas trop. Flore intestinale. Ouais. Donc effectivement, on pense souvent au microbiote intestinal, effectivement. Alors, le microbiote, il faut savoir que c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents sur notre corps, dans notre corps. Donc, ça peut être des virus, des bactéries, des champignons. Et ça représente à peu près 100 000 milliards de micro-organismes. Donc, c'est énorme, soit environ 2 kilos de votre poids corporel. Donc vous pouvez déjà vous dire que 2 kilos de votre poids, c'est les bactéries que vous hébergez. Il y a différentes espèces qui sont présentes et tous ces micro-organismes assurent des fonctions importantes dans notre corps. Et vous voyez, on a le microbiote dans la sphère ORL, dans la bouche, sur la peau. Et effectivement, le plus important que vous avez cité, c'est ce fameux microbiote intestinal. Et c'est celui-là dont on va parler aujourd'hui de manière bien précise. Alors, le microbiote intestinal, il faut savoir qu'il est transmis à la naissance de la maman à l'enfant. Alors, tout dépend, par exemple, le mode d'accouchement. Si c'est un accouchement par voie basse, le bébé aura le microbiote de sa maman. Si c'est, par exemple, un accouchement par césarienne, les bébés auront le microbiote de la salle opératoire. Alors, il y a forcément des bactéries, des champignons, etc. Ou bien par la suite, en tout cas. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, c'est pas du tout ce que je dis, simplement c'est ce qu'on voit, hein, c'est le premier contact à l'air fait que c'est les bactéries qui vont se développer chez le nouveau-né. Il va s'enrichir vraiment de manière très importante jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc là, c'est quand même un moment clé aussi du développement du microbiote, c'est-à-dire qu'il va dépendre du type d'allaitement, enfin allaitement ou lait maternisé, de la diversification alimentaire, hein, l'importance de cette diversification alimentaire. Et puis après, il va rester stable de manière générale jusqu'à 65 ans. Après 65 ans, on voit qu'il y a de nouveau des changements par rapport à ce microbiote intestinal et notamment une diminution de la population générale de l'ensemble des bactéries. Alors il y a des événements qui vont faire qu'il y aura des changements au cours de la vie, notamment tout ce qui est changement hormonal, la grossesse, la ménopause par exemple, fait qu'il peut y avoir des variations au niveau de ce microbiote intestinal. Alors, chez le senior, effectivement, on va constater que donc après 65 ans, il va y avoir une diminution, une détérioration de ce microbiote intestinal pour 2 raisons. La première, c'est l'évolution de l'alimentation.
On voit par exemple des personnes qui vont manger moins de protéines animales, par exemple, ou des choses plus mixées, moins difficiles à mastiquer. Et puis, il y a aussi tout simplement une évolution physiologique, un transit intestinal qui va être modifié. La fatigue de certains organes comme les selles biliaires, le mucus qui est à l'intérieur de l'estomac qui va être un petit peu moins efficace. Ça, c'était pour la présentation de qui il était. Et maintenant, à quoi ça sert? À quoi ça sert le microbiote? Alors déjà, le premier rôle, c'est un rôle de protection. Toutes ces petites bactéries, il faut donc imaginer l'intestin. À l'intérieur de l'intestin, ils vont venir protéger les parois de votre intestin. D'accord? Toutes ces bactéries, ces virus, ces champignons, ils viennent protéger l'intérieur de votre intestin. Il faut savoir aussi que 70% de nos cellules immunitaires se situent dans notre intestin. Donc, on a tout intérêt à en prendre soin si on veut être capable de se défendre contre les virus. Parce que justement, le microbiote, il apprend à notre système immunitaire à faire la différence entre donc, ces bactéries amies que nous hébergeons et les bactéries ennemies qui viennent plutôt nous rendre malades. On en entend parler des virus, surtout en hiver. Donc, si on veut avoir une bonne capacité de défense contre les virus, tiens, si on s'intéressait un petit peu à notre microbiote intestinal. Voilà, ça c'est le premier rôle, la protection. Ensuite, il y a un rôle de digestion. Donc il y a des choses, vous savez, notre estomac va digérer certaines choses et puis après c'est envoyé au niveau des intestins. Mais notre estomac ne peut pas tout digérer. Il y a des choses qui sont encore digérées au niveau de nos bactéries, de notre système, donc, de notre microbiote intestinal, donc notamment certains composés qui vont être dégradés comme les fibres. Les fibres, notre estomac ne sait pas du tout les digérer. Les seuls qui savent digérer les fibres, c'est nos bactéries. Et en les digérant, en plus, elles vont libérer des éléments très intéressants qu'on appelle des polyphénols. Je ne sais pas si vous en connaissez ça. Le mot polyphénol, on en entend dans le vin rouge notamment. Exactement, ce sont des antioxydants. Antioxydants, ça veut dire quoi? Vous savez, on rouille naturellement. Tous les jours, on rouille, c'est normal. Si on a par exemple un diabète, une obésité, une maladie cardiovasculaire, on peut rouiller plus facilement. Si on fait beaucoup de sport aussi, on peut rouiller. Et quand les cellules sont un petit peu abîmées et rouillent, elles fonctionnent moins bien. Donc, si on vient apporter des antioxydants, ça va venir protéger nos cellules contre la rouille et donc elles continuent à bien fonctionner. Donc, c'est des molécules qui sont protectrices. Alors, il n'y en a pas que dans le vin rouge, il y en a ailleurs, voilà. Mais il y en a notamment dans toutes les baies, tout ce qui est coloré en fait, tous les légumes et les fruits colorés, il y a des polyphénols à l'intérieur. Et puis, ils vont libérer aussi certaines vitamines qui n'ont pas été libérées lors de la digestion. Donc, c'est aussi un carburant pour toutes les cellules de l'intestin. Donc, vous voyez, c'est un rôle très important d'un point de vue nutritionnel. On va digérer des aliments que notre estomac ne sait pas et en plus, on va libérer des molécules, des vitamines, des minéraux très intéressants pour la santé. Il continue la digestion des sucres et des... Alors, ce mot-là, AGCC, c'est acides gras à chaîne courte. Par exemple, dans le beurre, il y a des acides gras à chaîne courte. Donc le beurre n'est pas forcément mauvais pour la santé parce que ces acides gras à chaîne courte sont intéressants pour la santé, notamment cardiovasculaire. Donc rôle de protection, rôle de digestion. Et le dernier rôle, production. Donc, ils vont produire un certain nombre de composés, des enzymes, par exemple, mais également une molécule qui s'appelle la sérotonine.
Vous connaissez la sérotonine un petit peu? Oui, alors c'est un lien avec l'humeur par exemple. La sérotonine, on dit que la sérotonine c'est l'hormone de la sérénité, ok? Donc, voilà, qui permet de se détendre. On dit aussi, pour cette raison-là d'ailleurs, que l'intestin est notre deuxième cerveau, car 80% de la sérotonine est fabriquée dans notre intestin. Voilà, donc on sait aussi qu'aujourd'hui, on fait un lien entre un déficit en sérotonine et un trouble de l'humeur et la dépression, par exemple. Des difficultés à gérer du stress, etc. Tout ça, ça peut faire penser, alors il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça peut faire penser à un déficit en sérotonine. Et donc, on a tout intérêt à prendre soin de ce qui se passe au niveau de notre intestin pour ne pas subir notamment trop de stress. On est dans une société où c'est quelque chose qui prend de la place, finalement, le stress aujourd'hui. Donc, ça passe aussi en prenant soin de son intestin. Est-ce que ça va jusque-là? C'est clair? Je sais que le début est un peu technique, mais il faut que je vous présente un petit peu ce microbiote pour qu'on soit d'accord de quoi on parle. Le problème, c'est que des fois, ça ne va pas si bien que ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui va faire qu'on va rentrer dans la dysbiose. La dysbiose, ça veut dire quoi? C'est la rupture de cet équilibre. Avant, tout le monde s'entendait bien, et puis d'un coup, c'est la pagaille. Il y a quelqu'un qui veut prendre le dessus, et puis il y a des conséquences. Par exemple, on se rend compte qu'il peut y avoir une diminution totale du nombre de bactéries, une moins grande diversité, une espèce qui va dominer par rapport à l'autre, et puis même certaines bactéries qui vont commencer à produire des toxines. Et là, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne va plus? Eh bien, vous vous rappelez, elles étaient censées protéger l'intérieur de notre intestin. Eh bien, finalement, elles n'arrivent plus à assumer ce rôle-là et elles ne vont plus protéger la couche, donc le mucus en fait, l'intérieur de l'intestin. Je vais vous montrer un schéma, ce sera peut-être plus facile. Vous voyez, là, on est à l'intérieur de l'intestin et normalement, il y a des barrières. Là, vous voyez, il y a une barrière qui va filtrer. Quand on est en dysbiose, eh bien, cette barrière ne va plus faire son travail correctement. Donc, l'intérieur de l'intestin ne sera plus aussi bien protégé. Il y a des trous, entre guillemets, et des molécules qui vont donc passer dans le sang alors qu'elles ne devraient pas. Qu'est-ce qui se passe? Pouf, une inflammation, réaction immunitaire, ça ne va pas bien du tout. C'est ce qu'on appelle notamment la perméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'au final, il y a un passage de composés présents donc de l'intestin vers le sang. Ça engendre une réaction immunitaire et donc une inflammation. Il faut savoir que par exemple, ça peut être des patients qui vont avoir des grosses difficultés de digestion. D'un coup, ils n'arrivent plus à digérer certains aliments. On va avoir des gros ballonnements. On va avoir de la diarrhée, de la constipation, des douleurs digestives. C'est des choses qu'on entend quand même assez régulièrement. Ça représente quand même à peu près 15 à 20% de la population. Qui est donc atteint d'une dysbiose et donc d'une perméabilité intestinale. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on en arrive à ça? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui peut être un déclencheur d'une dysbiose ou d'une perméabilité intestinale? Oui? Les antibiotiques, les gastro? Oui, tout à fait, effectivement. Une alimentation déséquilibrée? Une alimentation déséquilibrée, effectivement. Voilà un petit peu un schéma qui reprend les différentes causes. Donc la prise de médicaments, comme vous l'avez dit, les anti-inflammatoires et les antibiotiques, ils vont venir détruire la flore. Alors souvent le médecin il vous prescrit de l'ultralevure quand on prend ce type de médicament. Ça permet
un petit peu déjà de limiter la casse, on va dire, mais il y a quand même des choses à faire derrière. Les infections bactériennes, ben effectivement, la gastro, elle vient emporter tout sur son passage, avec notamment les petites bactéries et les petits virus, champignons, levures, etc. avec. Donc ici, on voit effectivement que les toxines, la pollution, les additifs alimentaires vont venir détériorer un petit peu notre microbiote intestinal. Une alimentation, comme vous l'avez dit, déséquilibrée, mais inadaptée, riche en édulcorants, par exemple. Le stress, mal de notre société, qui va avoir un impact sur notre microbiote. Les changements hormonaux, ça je l'avais dit en introduction. L'alcool, donc une trop grande consommation d'alcool. Le sport intensif, alors attention, ce n'est pas de l'activité physique adaptée, on doit faire de l'activité physique adaptée, mais si on pratique du sport à haut niveau, ça peut avoir un impact sur le microbiote intestinal. Et donc enfin également les différents virus et bactéries. Quelles sont les conséquences ? En fait, on va rentrer dans une inflammation permanente. Donc, les conséquences, déjà, c'est digestif, comme je le disais tout à l'heure. On a de la constipation, de la diarrhée, des difficultés de digestion, des ballonnements, donc déjà un inconfort au niveau digestif. Mais en fait, cette inflammation, elle peut venir aggraver certaines autres inflammations, si vous en avez déjà. Par exemple, ça peut augmenter l'inflammation du tissu adipeux et donc aggraver une obésité si on a déjà une. Ça peut également engendrer des troubles métaboliques comme l'insulinorésistance et donc potentiellement un risque de diabète de type 2. Ça peut également fragiliser les plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, vous savez, c'est ces plaques qui viennent boucher vos artères là et qui sont potentiellement dangereuses pour votre santé cardiovasculaire. Alors, juste pour vous montrer un petit peu une étude intéressante, où on en est un petit peu dans la recherche par rapport à ce microbiote intestinal, et là où, pour moi, c'est là où vraiment on peut prendre conscience de certaines choses. On a fait une expérience, alors c'est pas moi, des scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris 2 souris, exactement les mêmes souris. Dans une souris, ils ont implanté le microbiote d'une personne en situation d'obésité. L'autre souris, ils ont implanté le microbiote d'une personne qui a un IMC dans les normes. En donnant la même alimentation, en faisant la même activité physique, qu'est-ce qui s'est passé ? La souris qui avait le microbiote de la personne en situation d'obésité a pris du poids, malgré qu'elle ait exactement la même alimentation et la même activité physique. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Déjà, arrêtons de stigmatiser les personnes qui souffrent d'obésité ou d'une maladie comme le diabète, la maladie cardiovasculaire, tu manges mal, tu bouges pas. Non, en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais ces études-là, en fait, on a constaté que sur d'autres pathologies, c'était vrai aussi. On a constaté notamment sur l'autisme qu'il y avait le même processus. Donc effectivement, on se rend compte que certaines pathologies ont des traits qui se ressemblent au niveau du microbiote intestinal. Et donc ça ouvre la porte à une nouvelle prise en charge et à de nouveaux traitements. Pour la maladie d'Alzheimer aussi, par exemple, on a remarqué ce genre de choses. Donc là, on se dit, en fait, ça vaut quand même vachement le coup de s'intéresser à ce microbiote intestinal et se dire que, et si on arrive à inverser la tendance, potentiellement, si je prends soin de mon microbiote, si mon microbiote est en bonne santé, je suis en bonne santé. C'est un raccourci, mais néanmoins, on peut se donner la chance d'essayer de prendre soin de son microbiote pour être en bonne santé. Et ça tombe bien, c'est la suite. Et donc maintenant, on va passer à la suite. Le cœur de cette petite conférence, c'est comment prendre soin de son microbiote intestinal. Alors, déjà, l'objectif numéro 1, c'est d'essayer d'avoir un régime alimentaire
équilibré, on se rend compte qu'il est bénéfique pour maintenir, on va dire, la communauté microbienne diversifiée. Donc déjà, la base, c'est avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une alimentation équilibrée? Alors, ça, c'est une diapo qui est un peu lourde, je vous l'accorde. Je vais essayer un petit peu de la développer quand même. En gros, c'est le fameux régime méditerranéen. C'est quelque chose qui est bien connu sur le terme, mais est-ce que sur le fond salé, je ne suis pas toujours convaincue. Donc je vais essayer un petit peu de vous détailler comme ça les différents points clés de ce régime méditerranéen. Donc déjà au niveau des boissons. L'eau, c'est la seule boisson indispensable. Hein. Le corps est composé à 70% à peu près d'eau, donc on a vraiment besoin de s'hydrater tout au long de la journée. Sachez que c'est toujours mieux de boire régulièrement que de boire, par exemple, de tout rattraper le soir. Ça, c'est moins intéressant, on va dire, hein, pour s'hydrater. Le vin rouge, j'en ai parlé tout à l'heure, il a des propriétés intéressantes puisqu'il a ces fameux polyphénols. Par contre, est-ce que vous connaissez la recommandation par rapport à l'alcool? On l'entend en ce moment à la radio. 2 par jour, pas tous les jours. Exactement. 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut faire des pauses. Un jour sans. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'en gros, ça représente 10 unités parce que j'ai aussi des personnes finalement qui rattrapent tout sur le week-end. Et c'est pas forcément la bonne technique non plus. Il faut que ce soit bien. Le mieux, c'est de répartir sur la semaine. Il y a le thé vert aussi qui est intéressant pour les mêmes raisons. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est vraiment juste le vin rouge qui a des propriétés. Le picon, la bière, malheureusement, on n'a pas trouvé de polyphénol dedans. Maintenant, pour l'aspect convivial, je ne dis pas, mais vous savez, ce qui est pénalisant, en fait, c'est l'alcool. C'est la molécule d'alcool, elle est calorique. Et en plus, le foie doit détoxifier, donc ça fait travailler le foie. C'est pour ça que les gamma-GT augmentent quand on consomme de l'alcool. Donc, je disais, le thé vert a des propriétés intéressantes parce que des antioxydants. Par contre, le petit truc à savoir par rapport au thé vert, c'est qu'il faut le consommer en dehors des repas. Je ne parle pas forcément du petit déjeuner, mais des repas principaux si vous êtes amené à boire beaucoup de thé dans la journée, de thé vert, parce qu'il empêche l'absorption du fer. Et donc, moi, j'ai des patients qui boivent des litres de thé, qui se retrouvent en anémie et qui ne comprennent pas pourquoi le comprimé n'est pas absorbé, parce qu'il y a beaucoup de thé à côté et du coup, il y aura une moins bonne absorption de ce fer. Excusez-moi, le thé noir et le café? Ça n'a pas les mêmes propriétés. Voilà, c'est vraiment le thé vert. Après, voilà, ça hydrate, etc. Attention quand même, la caféine, la théine, c'est diurétique. Donc, ça fait aller aux toilettes aussi. Donc, il faut bien avoir une hydratation régulière sur toute la journée. Et quand tu dis en dehors des repas, ça veut dire pas boire le thé vert à la fin du repas, mais plutôt le boire alors 1 ou 2 heures après? Exactement. Ouais. Parce qu'effectivement, du coup, ça empêche. Alors, je dis pas le matin, parce que le matin, on n'a pas vraiment de fer. Au niveau du petit déjeuner, ça va plutôt être sur les repas principaux. Voilà. Donc, concernant la viande. Donc là, on se rend compte, en fait, déjà en Alsace, qu'on mange un petit peu trop de protéines. Donc, c'est 2 à 4 fois par semaine, en privilégiant les viandes blanches, limiter la viande rouge et les charcuteries. Juste pour vous donner les recommandations, normalement, il ne faudrait pas dépasser 500 g de viande rouge par semaine. Alors, ça dépend. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est compliqué. Ça dépend de nos habitudes. La viande rouge, elle est inflammatoire et elle favorise aussi le développement de certains cancers digestifs. Donc, à limiter. Et la charcuterie, alors en Alsace, c'est un petit peu délicat. Je prends toujours des pincettes. C'est 150 g de charcuterie par semaine. Pas grand-chose. Le jambon blanc, il sort de cette recommandation. Ça veut dire qu'on peut en manger plus du jambon blanc, parce qu'il n'est pas gras. Mais je ne sais pas, la saucisse de viande, le pâté, le salami, etc. Voilà, tout ça, ça rentre dans la charcuterie. Le poisson,
2 fois par semaine en préférant les poissons gras. Donc ce qu'on appelle les poissons gras, c'est maquereau, sardines, hareng, saumon, thon et chez nous la truite arc-en-ciel. Ok, donc on peut consommer local aussi des bons poissons. Parce que c'est vrai que je pense que vous avez vu aussi des reportages sur le saumon, on ne sait plus trop vers quoi se tourner. Donc voilà, chez nous on a la truite, c'est des élevages qui sont un petit peu plus raisonnés, plus petits, voilà, où on a de la qualité encore au niveau du poisson. Les œufs, alors 6 par semaine. Vous connaissez la filière bleu-blanc-cœur ? Oui, génial. Donc c'est une filière de qualité qui garantit que les animaux sont nourris avec un pourcentage plus important, en tout cas de graines de lin. Parce qu'il faut savoir que dans l'agriculture conventionnelle, on nourrit plutôt les animaux au soja, au tournesol, par exemple, maïs aussi. Donc là, ça va nous apporter beaucoup d'oméga 6 et nous, ce qu'on veut, c'est des oméga 3. Et ça tombe bien, dans les graines de lin, il y a des oméga 3. On en parlera tout à l'heure, des oméga 3. Les graisses. Alors, on a tendance à taper sur le dos des graisses à tort. Les graisses, on en a besoin, mais il faut les bonnes. La recommandation, c'est 2 à 3 cuillères à soupe d'huile par jour et par personne. Donc, il faut multiplier par le nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez votre repas. Chacun a le droit à ses cuillères à soupe d'huile. L'idéal est d'avoir une huile pour la cuisson, comme par exemple l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, et une huile que vous allez utiliser à froid pour avoir les oméga 3. On n'en mange pas assez des oméga 3, il faut aller les chercher ces oméga 3, justement parce qu'ils protègent notre microbiote intestinal. Les huiles riches en oméga 3, ça va être l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline par exemple. Ok, ça va ? Est-ce qu'on peut prendre les oméga 3 en complément alimentaire ? Oui, on peut faire des cures, une ou 2 fois par an, sur un mois par exemple. Ça peut être intéressant si on se rend compte qu'on n'en consomme pas suffisamment, parce que justement, ils vont venir protéger notre système digestif. Donc avant l'hiver, par exemple, ça peut être intéressant, puisque on rappelle qu'il y a beaucoup de cellules immunitaires dans le système dans le système digestif, donc on renforce tout ça avant l'hiver. On peut en faire aussi là à la sortie de l'hiver. Les laitages, 2 à 3 par jour en privilégiant les laits fermentés, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et pour les fromages, optez ceux à base de lait de chèvre ou de brebis. Alors ça, oui et non. Ça dépend un petit peu comment vous êtes par rapport à la digestion, on va dire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le lait de vache a une plus grosse molécule et du coup de caséine et donc plus difficile à digérer que la chèvre ou la brebis. Si vous n'avez aucun problème à digérer les produits laitiers de lait de vache, eh bien vous pouvez continuer à en consommer sans aucun problème. Après, les céréales et le pain à chaque repas, matin, midi, soir, si possible de qualité, plutôt aller vers des aliments complets riches en fibres. Les légumineuses, ça c'est les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles. Il y a une recommandation qui est d'en consommer 2 fois par semaine. Ouais, on n'y est pas vraiment, on en consomme. Alors que c'est des super aliments très intéressants pour la santé. En plus aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte cher, la viande, etc. L'alimentation coûte cher. Ça, les légumineuses, ça va remplacer votre steak et en plus c'est moins cher et d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment des éléments très intéressants. Les fruits 2 à 3 fois par jour crus. J'entends souvent qu'on peut consommer des fruits à volonté. C'est pas juste. Oui, à cause du sucre, tout à fait. 3 par jour, pas plus. Les légumes à volonté, en variant le plus possible. Et puis après, comme dit, il y a des petites choses en plus qu'on peut apporter dans son alimentation, comme des aromates, le thé, le café, le chocolat. Vous voyez, le chocolat fait partie intégrante d'une alimentation équilibrée. 2 carreaux de chocolat noir tous les jours, on dit minimum 70% si c'est possible. C'est tout à fait entendable dans une alimentation saine, variée, équilibrée. Les herbes aromatiques, l'ail, l'oignon. Voilà les grandes lignes. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça.
Limiter les aliments ultra transformés. Qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? Voilà, c'est un aliment, c'est effectivement, on peut parler de plat préparé quand on parle d'aliments ultra transformés. C'est un aliment où il y aura beaucoup d'additifs. Donc ça, c'est assez simple, hein. Vous regardez la liste d'ingrédients. Si elle fait 6 lignes, là, comme ça, vous pouvez déjà reposer le plat. C'est qu'il y a potentiellement beaucoup d'additifs à l'intérieur, hein. Plus la liste d'ingrédients est courte, et plus on est sur quelque chose de qualitatif, avec moins de transformation. Le soufflage, par exemple. Je prends toujours l'exemple de ces, vous savez, les galettes de, je crois que c'est de riz ou de, ça dépend, maïs aussi, soufflé. Ça a une connotation saine, santé, régime, etc. hein, mais c'est de la vraie cochonnerie. C'est tellement transformé. Déjà, vous mangez de l'air, hein, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Et en plus, ça a un index glycémique extrêmement élevé. C'est comme si vous mangez du sucre, ça cale rien du tout. Mis à part l'effet mastication à la limite, on est sur quelque chose de pas du tout intéressant pour la santé et c'est extrêmement transformé. Mais on nous fait croire que ça peut être pas mal. Bon, écoutez, si vous arrivez à vous en passer, je pense que ça peut être une bonne idée. Alors oui, il y a les biscottes. Alors, les biscottes, je vous en parle effectivement. Hein, ça peut... Voilà. Alors la biscotte. Le problème de la biscotte, c'est que comme elle est grillée, c'est comme si c'était un peu prédigéré et du coup, ça a une absorption beaucoup plus rapide. C'est pareil, si le matin, vous prenez votre pain, vous le mettez dans le grille-pain, c'est le même effet. C'est-à-dire que comme c'est grillé, on détruit déjà, c'est comme si on prédigérait, on détruit déjà un petit peu les liaisons et puis ça s'absorbe plus vite. Alors, est-ce que c'est problématique seulement si ça ne vous permet pas de tenir jusqu'au repas d'après et que ça engendre du grignotage? Il y a une alternative intéressante si vous aimez consommer des biscottes, c'est d'aller vers des biscottes Fibre Plus. Il y a des biscottes Fibre Plus, hein, alors il y a des biscottes complètes, et puis il y a la biscotte Fibre Plus qui est encore plus riche en fibres. Et là, comme il y a plus de fibres, les fibres, elles vont former un filet dans l'estomac et elles vont du coup permettre une absorption beaucoup plus lente en fait du bol alimentaire. Donc l'alternative serait de prendre des biscottes Fibre Plus. Attention à l'excès d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont les mauvaises graisses. C'est celles qui augmentent le risque cardiovasculaire et qui augmentent l'inflammation. Les graisses, je disais tout à l'heure, on en a besoin, mais il faut trouver les bonnes. Là, on est sur les mauvaises. Les mauvaises, donc les acides gras saturés, on va les trouver dans la viande, hors volaille, les charcuteries, le fromage, la crème, le beurre, le lait de coco, l'huile de palme. Alors, si on respecte les recommandations de consommation, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, la viande, c'était maximum 500 g de viande rouge par semaine. Si on est en dessous, c'est OK. La charcuterie, si on est en dessous des 150 g, des 150 g par semaine, pas de problème. Le fromage, vous connaissez la recommandation? Non, c'est pas grand-chose. C'est 30 g par jour. Vous voyez le 8e de camembert là? Moi, je suis une grande fan de fromage, donc je suis tout aussi frustrée hein, que certaines personnes peuvent l'être, pour ceux qui apprécient. Par contre, il faut quand même savoir quelque chose. Les recommandations ne doivent pas s'appliquer sur une journée. On va lâcher un peu la pression, hein. C'est sur plusieurs jours, vous voyez. Donc, si une fois j'ai envie de manger 2 morceaux de fromage, ben, je vais manger 2 morceaux de fromage. Mais par contre, j'en mange pas le lendemain. Alors, plus de raclette, plus de fondue. Là, c'est compliqué. Mais s'il y a effectivement une raclette de temps en temps, on évite d'accumuler avec un repas gras le lendemain. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à réajuster. Hein. Le but, effectivement, c'est pas d'être trop psychorigide. Oui ? Est-ce que c'est vrai que la viande plus fromage, c'est pas bon l'association ? Ou ça... Non, je pense que c'est pas forcément gênant. Non. Il faut juste respecter les grammages en fait et l'alternance, on va dire.
Alors le lait de coco, Ouais, ça m'interpelle. oui, parce qu'il y a une mode en ce moment avec l'huile de coco, hein, notamment tout ce qui est autour de la coco. Donc juste pour vous expliquer, un acide gras saturé, il se voit parce qu'en fait, il est solide à température ambiante. C'est simple, hein, le bout de gras que vous voyez dans la viande, le blanc, vous le voyez, dans le salami, vous le voyez, le beurre, il est solide à température ambiante. Hein. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit, bah tiens, le beurre, il y a des mauvaises graisses, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas des bonnes graisses pour les rendre tartinables? Et c'est comme ça qu'on a créé la margarine, par exemple. Rendre de l'huile liquide tartinable. Par contre, ils ont fait une mauvaise manip, ils ont fait des acides gras hydrogénés. Donc ça, c'était moins sympa. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau procédé hein, pour permettre d'éviter la création de ces acides gras hydrogénés. Mais pour en revenir à l'huile de coco, elle est solide. Donc ça veut bien dire qu'elle est riche en acides gras saturés. Par contre, elle est naturelle. Elle est végétale, pardon. Oui, le lait de coco aussi. Alors, c'est pas non plus... c'est comme la crème, hein. Finalement, la crème, elle n'est pas si grasse que ça. Il faut juste l'utiliser avec parcimonie, mais ça va être pareil pour le lait de coco. Par contre, c'est d'origine végétale. Et c'est pour ça que c'est un petit peu le vent en poupe actuellement, parce qu'on est sur des courants plutôt véganes, végétariens, etc. Et c'est pour ça qu'on utilise un peu plus l'huile de coco. Et... Oui ? Moi, j'ai pas compris, là. Le beurre, c'est bon ou c'est pas bon? Alors, le beurre. En fait, le beurre, il y a une recommandation qui est de 10 grammes de beurre par jour. Et ça, c'est possible. Alors, pareil, hein, pour certains, ça suffit, pour d'autres, non. 10 grammes, vous savez, c'est la portion individuelle que vous pouvez trouver quand vous allez au resto ou à l'hôtel. Voilà, ça fait 10 grammes. Et effectivement, comme je le disais en introduction, dans le beurre, il y a ces fameux acides gras à chaîne courte qui sont intéressants. Donc moi, ça ne me pose aucun problème que vous consommiez du beurre, même s'il y a un peu de cholestérol. Par exemple, ça ne me pose aucun problème, mais il faut respecter les 10 grammes. 10 grammes de beurre plein, pas du beurre allégé. Non, pas du beurre allégé, oui, du vrai beurre. C'est un peu plus. Non. Non, la margarine, c'est pareil, c'est 10 grammes. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est de la graisse de canard? Moi, j'avais entendu. La graisse de canard, elle est riche en oméga 9, donc comme l'huile d'olive, vous voyez. Donc elle peut être intéressante effectivement pour la cuisine, mais c'est pareil, ça reste une matière grasse. La matière grasse, c'est calorique, donc il faut l'utiliser comme on utiliserait l'huile d'olive en respectant les 2 à 3 cuillères à soupe d'huile par jour. Mais effectivement, elle a un profil lipidique intéressant. Vous n'avez pas parlé des piments, de la moutarde, tout ça, on n'en a pas parlé? Non, on n'en a pas parlé. C'est à proscrire? Non, c'est pas à proscrire, mais c'est irritant pour le système digestif. Après, si vous le tolérez bien, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de propriété plus intéressante que ça, on va dire. Hein. Oui, par contre, elle fige parce qu'elle est plus riche en oméga 9 et qu'il y a forcément un petit peu d'acide gras saturé. Mais par rapport à son profil, elle est intéressante. Par exemple, la viande de canard fait partie des viandes blanches. Hein. C'est tous les animaux à 2 pattes. Si vous voulez la viande blanche, tous les animaux à 2 pattes. Donc le lapin, non, il saute, il en a 4. Hein. Souvent, on me pose la question. Donc lui, il va dans la viande rouge, par exemple. Oui. Donc à 2 pattes. Alors oui, il y a des animaux à 4 pattes. Je sais pas, le porc. Bien sûr que le filet va être moins gras que la côte, on est d'accord. Mais c'est de la viande rouge. Vraiment, volaille, viande blanche, animaux à 2 pattes. Ça va? Ok. Ensuite, on essaie d'être vigilant. Alors, IG, ça veut dire index glycémique élevé. Attention aux aliments qui sont très sucrés et qui vont avoir un impact important sur la glycémie. Un aliment avec un index glycémique élevé va engendrer une hyperglycémie. Et hop, on va solliciter le pancréas, l'insuline à fond les ballons. Et vous savez que l'insuline, oui,
elle vient capter le sucre, mais l'insuline, c'est une hormone de réserve. C'est-à-dire qu'elle vient chercher le sucre, mais elle vient aussi chercher tout le reste, les graisses notamment, hein. Donc si on sollicite trop l'insuline, déjà on fatigue son pancréas, et en plus, on fait des stocks. Et ça intéresse personne, hein, de faire des stocks, hein. Donc on évite les sucres trop raffinés. Attention, les sirops de glucose, de fructose, ça on le trouve aujourd'hui dans tous les trucs industriels, hein, les biscuits, les pâtisseries industrielles, parce que ça c'est pas cher. Les céréales raffinées, la farine blanche, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Voilà. Alors moi par exemple, j'aime pas du tout le riz complet. Voilà, je n'y arrive pas, je n'aime pas ça. Donc c'est pas grave, on peut pas faire tout parfait. Par contre, quand je vais avoir du riz blanc, je vais essayer d'avoir une crudité à côté pour avoir des fibres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les fibres, elles vont ralentir l'absorption du bol alimentaire. Donc oui, tout seul comme ça, le riz blanc, il ferait un pic hyperglycémique. Mais si on l'associe à un autre aliment riche en fibres, comme une salade de carottes par exemple, eh bien il y aura des fibres et ça va ralentir l'absorption de ce riz blanc. Et encore une fois, les aliments soufflés, donc la fameuse galette là, par exemple, qui a un index glycémique élevé. Moins de produits animaux, mais de meilleure qualité. Donc encore une fois, tout ça, c'est par rapport aux oméga 3, parce qu'en fait, on mange trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Les deux sont des acides gras essentiels, ça veut dire que le corps ne sait pas les fabriquer. On a besoin de l'apporter par l'alimentation. Mais on en mange trop des oméga 6 par rapport aux oméga 3, et ça c'est problématique parce qu'il faut savoir que l'oméga 6 en trop grande quantité va favoriser encore une fois le stockage des graisses. Donc on fait encore une fois du stock de triglycérides et ça c'est pas génial. Il faut vraiment aller chercher les oméga 3 parce que les oméga 3 c'est des grandes molécules santé, ils sont anti-inflammatoires, anticoagulants. Et donc, il faut utiliser les bonnes huiles, mais à froid, hein, parce que si on cuit, on détruit les oméga 3. On mange des poissons gras, et puis ce qu'on n'avait pas dit encore, c'est tous les fruits oléagineux et les graines. Donc, les amandes, les noix, les noisettes, les graines de courge, les graines de chia. N'hésitez pas à intégrer ça dans votre quotidien. On mange actuellement un oméga 3 pour 20 oméga 6. Et il faudrait manger un oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc il faudrait vraiment essayer de diminuer cette part d'oméga 6. Mais comme dit, dans l'agriculture conventionnelle par exemple, on va donner du soja ou du tournesol ou du maïs aux animaux. Donc forcément la viande qu'on va consommer de cet animal sera plus riche en oméga 6. Vous voyez, il y a plein de strates à prendre en considération, mais aussi à apporter plus d'oméga 6, d'oméga 3 dans son alimentation. Vous parlez d'un régime méditerranéen et on ne voit pas l'huile d'olive. Je suis assez surpris. Oui, parce qu'effectivement, l'huile d'olive n'a pas beaucoup d'oméga 3. Donc l'huile d'olive, elle est intéressante pour la cuisson, par exemple, elle est très intéressante, mais ce n'est pas là qu'on va trouver les oméga 3. En fait, moi, ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir effectivement l'huile d'olive plus une autre huile riche en oméga 3. Il existe des mélanges 4 huiles. Mais si vous regardez la composition, ils ne sont pas dupes, hein. Ils vont mettre plus d'huile moins chère. Donc la plus, ça va être la tournesol par exemple, et moins d'huile les plus chères. Et les plus chères, ça va être les huiles riches en oméga 3. Donc il vaut mieux laisser de côté les mélanges préfaits et faire soi-même à la maison, voilà, tout simplement 2 huiles différentes. Alors je dis pas, hein, l'huile d'olive, elle peut s'utiliser à froid, hein, sur les tomates mozza, etc. Ça c'est qui peut le plus, peut le moins. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas là où on aura les oméga 3. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Par exemple, moi, quand je mélange les huiles pour l'huile froide, oui. Pour une salade ou autre, je mélange colza avec olive. Ok. Donc je mélange plutôt colza ou noix ou lin. Ce serait mieux. Ce serait mieux.
Maintenant, de temps en temps, parce qu'il y a certains aliments qui s'associent bien avec l'huile d'olive, hein, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours un petit peu mis d'huile d'olive parce que voilà, c'est bon pour la santé. Oui. Et visiblement. Pour le coup, il vaut mieux faire un petit peu de. Juste, je vais développer quand même sur les oméga 3 parce qu'en fait, effectivement, c'est en lien avec le microbiote, hein, mais ça va bien au-delà, les oméga 3. C'est déjà des grands protecteurs de la santé cardiovasculaire, hein, ça les études l'ont toutes montré, ça protège le cœur, ça augmente le bon cholestérol, ça diminue le mauvais cholestérol. Les oméga 3 vont également avoir un impact sur le cerveau. Vous savez que notre cerveau est composé de graisse. On se rend compte qu'il y a un lien entre déficit et oméga 3 et maladie d'Alzheimer, par exemple. Une carence en oméga 3 et dépression. Donc on a tout intérêt, ça a un lien avec la mémoire, les oméga 3, ça entretient la mémoire. Donc pour conserver une bonne mémoire, consommer des oméga 3. Ça permet aussi pour le côté esthétique, hein, de renforcer les ongles, les cheveux, de la peau également. Il y a un lien aussi entre carence en oméga 3 et dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ça, c'est la vision. Donc le cerveau, les yeux, le cœur, le microbiote et les articulations. Les oméga 3 vont venir protéger les tendons et les articulations. Ce sont des graisses anti-inflammatoires. Vous savez, ces petites tendinites là qui nous embêtent, hein, si on consomme des oméga 3, potentiellement on peut diminuer l'inflammation. Donc il y a un intérêt quand même à y faire attention. Après, est-ce qu'il y a un max, parce que nous, on a beaucoup de noix, donc on mange des noix, mais des fois, la quantité par jour, quoi. Oui, il y a une recommandation, on dit que c'est une dizaine d'amandes ou 6 noix par jour à peu près. Et les noisettes aussi, hein, on peut mettre les noisettes dedans. Par contre, la noix de macadamia, ou qu'est-ce qu'il y a encore, la cajou qu'on me demande souvent, la pistache, non, c'est pas pareil, elles n'ont pas le même profil lipidique en fait. Donc c'est vraiment noix, amandes, noisettes. Alors effectivement, si on a des noix chez soi, c'est tip top. C'est vrai que c'est un peu cher à l'achat. Alors faites attention parce que souvent ce qu'on paye, c'est le packaging, hein. C'est le paquet, le marketing. Donc n'hésitez pas à aller acheter en vrac ce genre de choses. Ce sera moins cher, vous n'allez pas payer justement cet emballage. On a la chance d'être à la campagne. Oui, on peut aller en ramasser. D'avoir un noyer ou un noisetier, ou de connaître quelqu'un qui en a un. Et pour en revenir au poisson, si je me permets, le hareng, c'est aussi un poisson gras, je pense. Tout à fait. Oui. Parce que les harengs marinés, on les trouve partout. Hein, oui. Là où ça va être gênant, c'est s'il est à la crème. Il est partout à la crème. C'est ça qui vont, quoi. Oui, mais alors voilà, il ne faut pas être... Moi, je trouve qu'il ne faut pas être psychorigide, quoi. Voilà, c'est déjà bien de manger du hareng, vous voyez. Et les sardines, c'est fraîche ou c'est en boîte aussi ? Alors, en conserve, c'est possible. La seule chose, encore une fois, c'est faites attention parce qu'ils vont être conservés dans l'huile. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir comme huile ? Tournesol ou olive. Et encore, alors, c'est pas le problème parce que c'est gras là, c'est parce que de nouveau, il y a cette concurrence d'absorption parce qu'en fait, l'oméga 3 et l'oméga 6 ont le même site d'absorption. Et donc, c'est embêtant. Donc, il vaut mieux le prendre aromatisé, je sais pas, au citron, à la tomate, ce genre de choses, qu'avec de l'huile parce que du coup, ils vont nous rajouter de l'oméga 6. Quoi. Tu vois, il y a les deux parce qu'il ne peut pas mettre que du citron avec des... Oui, il faut lire. Non. Ouais, ou du vin blanc à la limite. Hein. Ouais. Mais il faut éviter avec de l'huile. Les autres poissons comme la sole, le cabillaud, tout ça, le thon. Le thon, oui. Le thon, mais pas le thon blanc. Le thon qui est en conserve, non. Mais le thon rouge, oui. Après, le thon rouge, il est quand même en voie de... Enfin, pas disparition, mais il est quand même... protégé, donc il ne faut pas en abuser non plus, mais honnêtement, la truite arc-en-ciel, chez nous, ça peut vraiment être sympa. Mais les autres poissons que vous m'avez cités, hein, notamment, ne sont pas forcément riches en oméga 3. C'est vraiment les poissons qu'on dit gras. S'il vous plaît. Oui. Le matin, je prends 10 amandes et noisettes, d'accord ? Mais je rajoute 15 petites noix tigrées, ce serait trop.
Je pense ça tous les matins. Noix tigrée, c'est bon pour la constipation. On m'avait conseillé ça en oui, magasin bio. oui. Alors, ou prendre le matin et à midi. Peut-être faire juste un tout petit peu le même mélange et un tout petit peu moins. Juste, voilà. Parce qu'effectivement, c'est calorique. Après, ça dépend comment vous mangez le reste de la journée. Vous voyez, il faut voir. Faut peut-être analyser sur ce qui se passe le reste de la journée. Augmenter l'apport en fibres. Tout à l'heure, on en a déjà un petit peu parlé. Les fibres, tout comme les oméga 3, on n'en consomme pas suffisamment. J'avais noté, voilà, on est entre 16 et 17 grammes par jour de fibres. Il en faudrait 25 à 30 grammes par jour. Les fibres, on va les trouver dans les légumes, dans les fruits oléagineux, les graines, les légumineuses, donc ces fameuses lentilles, haricots rouges, etc. Et certaines céréales, le son, le seigle, le blé, pois cassés, etc. Donc on n'en consomme pas suffisamment, mais c'est surtout qu'il faut manger des fruits et des légumes crus, en fait. Parce que lorsqu'on va cuire son légume, on va ramollir les fibres, donc elles seront moins efficaces. Si on les mouline en purée, il n'y a quasiment plus de fibres. Il faut vraiment manger des légumes crus, des salades. Et en plus, avec la salade, vous allez faire une vinaigrette avec une huile riche en oméga 3. Et là, vous avez le combo gagnant. Alors souvent aussi, on m'interpelle, on me dit « bah oui, mais l'été c'est facile, mais l'hiver, on a aussi des légumes qui sont très intéressants. Déjà, il y a la carotte, il y a le céleri, il y a tous les choux, il y a le fenouil, il y a plein de choses. Il y a la betterave, les endives, tout à fait. Voilà, on peut trouver quand même des choses à faire crues. On dit qu'il faut une crudité par jour, normalement, même en hiver. Je sais que c'est plus difficile parce qu'on a envie du chaud, surtout quand il fait froid dehors. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faudrait conserver tout au long de l'année. Parce que c'est vraiment là où on va trouver les vitamines, les minéraux et les fibres. J'ai pas entendu. La betterave, elle est cuite. Vous pouvez la manger crue. Ouais. C'est excellent cru. En plus, la betterave, elle est très intéressante, elle est très antioxydante. Quand on la cuit, on va perdre aussi cette valeur-là. Donc, bien dure, bien ferme, vous la râpez, c'est excellent. Moi, je la préfère largement crue que cuite. Avec carottes et pommes, c'est très Oui, par exemple. Ouais, oui. Voilà, et là, on a un super équilibre. Donc, le matin, il vaut mieux manger du muesli que du pain avec du beurre. Alors, le muesli, c'est très intéressant pour la santé, effectivement, parce que très riche en fibres. D'ailleurs, c'est la seule céréale aujourd'hui qui est convenable sur le marché. Tout le reste, c'est un petit peu compliqué. Le pain, j'ai envie de dire, ça dépend quel type de pain. Parce que si c'est un pain, à partir du moment où la mie du pain est brune, ça veut dire qu'il y a des fibres à l'intérieur. Là où c'est plus embêtant, c'est effectivement la baguette, le pain blanc qui est totalement dépourvu de fibres et qui va s'absorber rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout le droit de manger de pain blanc ou de baguette, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de varier, d'aller vers des pains complets, des pains, ils font des pains nordiques, enfin il y a différents noms maintenant, seigle, etc., où effectivement là on va retrouver les fibres. Mais c'est sûr que le muesli, on est sur du flocon d'avoine, le flocon d'avoine est très riche en fibres, donc intéressant. On va rentrer encore une fois un cran un tout petit peu plus loin maintenant. Donc là, on était resté sur des choses qu'on trouve à peu près dans notre quotidien. Là, on va aller un poil plus loin. Pour prendre soin de son microbiote, il faut consommer des prébiotiques. Alors attention, il y a deux mots qui se ressemblent. Il y a prébiotiques et probiotiques. Donc ce sont deux choses différentes. Les prébiotiques, ce sont tout simplement des fibres spécifiques qu'on va trouver notamment dans l'ail, la banane, la chicorée, le salsifis, le topinambour, l'oignon, l'artichaut, le poireau, le froment, l'asperge, le pissenlit. Ces fibres, vous imaginez tout simplement que ce sont des friandises pour les bactéries santé. Bactéries santé, ça veut dire celles qui vont nous protéger, justement. Donc, si vous apportez des friandises à vos bactéries santé, elles se sentent super bien et elles se développent.
Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tourner H24 avec ce type d'aliments, parce que clairement, ce n'est pas des aliments qu'on mange forcément couramment, mais il faut essayer de les intégrer dans la semaine de temps en temps. Alors la banane, c'est presque le plus facile, l'ail, l'oignon, mais attention, il faudrait éviter de cuire, encore une fois. Alors, c'est sûr que le poireau, on ne va pas le manger cru, hein. Mais mine de rien, si on fait une cuisson douce à la vapeur, par exemple, ça va être plus intéressant que si on le fait bouillir à l'eau. Vous voyez, le type de cuisson va avoir aussi un impact. Le topinambour, sachez que c'est possible de le manger cru en salade. C'est même moins fort. Voilà, les salsifis, bien sûr, aussi, on va les cuire, les asperges aussi. Vous voyez, c'est quand même des choses qui ont des fibres. C'est des aliments qui sont fibreux, hein, en fait, hein, on le voit. Ok ? Il faut essayer d'apporter des petites touches de fibres prébiotiques dans son alimentation pour pouvoir apporter des friandises et faire se développer nos bactéries santé. Donc ça, ce sont les prébiotiques. Prébiotiques égale fibres. Et là, donc, il y a l'autre mot, les probiotiques. Alors, il n'y en a pas un qui est avant, l'autre après, c'est pas ça le truc. Les probiotiques, c'est tout simplement les micro-organismes vivants que vous allez ingérer. Et donc, si possible, les micro-organismes qui ont un effet bénéfique sur la santé. Donc, tout comme les oméga 3 tout à l'heure, les probiotiques, on peut très bien les acheter en pharmacie. Ça se trouve, hein. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la gastro ou de la prise d'antibiotiques, par exemple. L'ultralevure, c'est très intéressant pendant la prise d'antibio ou pendant la gastro. Par contre, derrière, ce qui peut être bien, c'est d'aller chercher des probiotiques pour venir réensemencer la flore bactérienne et digestive. D'accord ? Alors, c'est des cures qu'on peut faire sur 1 à 3 mois maximum. Mais aujourd'hui, vous allez chez le pharmacien, il va pouvoir vous conseiller de manière tout à fait correcte, hein. Maintenant, c'est des choses qui rentrent un petit peu dans l'habitude. Donc là, je vous ai mis des exemples de laboratoires, non pas parce que j'ai un lien avec ces laboratoires, mais parce que c'est 2 laboratoires qu'on connaît et qu'on sait qu'au niveau français, c'est de la bonne qualité. Donc il y a notamment le Lactibiane du laboratoire Pilège et le Nutergia Ergifilus Comfort du laboratoire Nutergia. Ça, par exemple, c'est des probiotiques que vous pouvez prendre si vous êtes amené à avoir une gastro ou à prendre des antibiotiques. Et on prend éventuellement pro et pré en même temps ou c'est un non-sens ? Non, c'est pas forcément un non-sens, effectivement. On peut, au travers de l'alimentation, effectivement, venir booster, on va dire, la flore présente. Mais le problème, quand on a une gastro, c'est qu'on a généralement un petit peu enlevé, hein. Et donc, le fait de revenir apporter par le biais des probiotiques et derrière, effectivement, d'avoir les prébiotiques qui vont aider au développement de ces bactéries qu'on a rapportées. Et les yaourts et Lactimel, ils en ont suffisamment ? Alors, ils en ont, effectivement, hein, on va le voir. Donc ça, c'était l'aspect complément alimentaire, mais bien sûr, des probiotiques, on peut en trouver dans l'alimentation. Donc, on a déjà tout ce qui est boissons fermentées. Les boissons fermentées, c'est notamment le kéfir et le kombucha. Alors, est-ce que vous connaissez ? Oui. Le kéfir, c'est des champignons qu'on va faire fermenter dans de l'eau et du sucre, voire avec des fruits. Ça ressemble à ça. Alors, c'est encore des choses qui se donnent. On connaît quelqu'un qui en fait, il va nous donner une petite souche et puis à nous de la faire se développer, hein, par exemple. Alors sachez qu'aujourd'hui on peut en trouver dans les magasins bio, mais c'est cher, hein, du coup il y a un petit business maintenant là derrière quand même, hein. Donc si vous arrivez à avoir quelqu'un autour de vous qui en a, n'hésitez pas à lui en demander et du coup vous pouvez démarrer votre propre culture de kéfir. Donc c'est tout simplement des champignons qui vont fermenter et qui vont... ça va faire une boisson pétillante, un petit peu comme une limonade. Alors attention, il y a du sucre, hein, pour les personnes qui souffrent de diabète, il faut faire attention. On peut faire du kéfir avec de l'eau et des fruits. On peut faire aussi du kéfir à base en faisant fermenter du lait.
par exemple. Donc ça, c'est le kéfir de lait. Et puis, il y a le kombucha. Donc le kombucha, ça, c'est une algue. Donc c'est exactement le même processus. Par contre, on le fait fermenter dans du thé noir et toujours du sucre. Hein. Il faut toujours un petit peu de sucre pour faire démarrer la fermentation. Donc moi, on m'en avait donné au travail. C'est un peu ragoûtant, hein. C'est vraiment visqueux comme ça, c'est une algue, mais bon, c'est très bon pour la santé. Il faut aussi savoir qu'il y a une entreprise alsacienne qui a commencé à se lancer sur le marché et qui vend des bouteilles de kombucha. Je crois que l'entreprise est du côté de Strasbourg. Par contre, du coup, c'est sûr, c'est pareil, hein, c'est plus cher. Il vaut mieux le faire soi-même et puis l'entretenir, etc. Voilà. Et encore, généralement, quand on achète des bouteilles de kombucha, il y en a souvent dans les magasins bio, mais en fait, il n'y a pas l'algue dedans. C'est la boisson déjà toute prête, donc on ne peut pas réutiliser l'algue pour continuer à en faire. Oui, la boisson, elle est terminée, voilà, en fait. Et on peut, c'est juste one shot, quoi. Après, derrière, on ne peut pas l'utiliser, effectivement, ouais. Et à propos d'algues, qu'est-ce que vous pensez de la spiruline? Ce serait à classer dans quelle catégorie? Alors, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un complément alimentaire. La spiruline, elle est intéressante parce qu'elle apporte beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines, beaucoup de fer, beaucoup de minéraux. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à manger suffisamment de protéines, puisqu'elle est riche en protéines. Et puis, c'est pareil, ça peut booster l'organisme à l'entrée de l'hiver ou à la sortie de l'hiver. Mais vous savez, pour tout ce qui est complément alimentaire, je pense qu'il faut déjà savoir si on en a besoin. C'est-à-dire évaluer un petit peu ses consommations et voir si potentiellement on en a besoin ou pas. Parce qu'effectivement, c'est pas à prendre si on n'en a pas besoin. Il y a des choses qu'on ne stocke pas. Vous savez, par exemple, la vitamine C, c'est une vitamine qui ne se stocke pas. Donc, si on prend plein de compléments de vitamine C et qu'on mange suffisamment de vitamine C, finalement, ça n'a aucun intérêt. Ce sera éliminé. Après, il y a d'autres. Alors, c'est peut-être un petit peu plus exotique, on va dire, quoique. Donc, effectivement, les fromages frais et les yaourts sont des très bonnes sources de bactéries, de lactobacillus. Alors, vous savez la différence entre le Activia et le Danone classique, parce que Activia, il fait justement beaucoup de pub au travers du confort digestif. En fait, c'est juste que c'est ensemencé avec 2 bactéries différentes. Tous les yaourts sont généralement ensemencés avec la bactérie Lactobacillus et l'Activia, c'est la bifidobactérie. Donc c'est juste que c'est 2 bactéries différentes. Donc ça vaut le coup des fois de changer en fait, de prendre un Danone classique et de prendre un Activia aussi de temps en temps. Comme ça, on a 2 souches de bactéries différentes. S'il vous plaît. Et quand moi je fais mes yaourts moi-même, et donc j'utilise la première souche. Est-ce qu'il existe la deuxième souche pour ensemencer ses propres yaourts? Je ne saurais pas vous dire si vous pouvez la trouver, la bifidobactérie à ensemencer comme ça. Comment? Elle se cultive très mal. Ah, elle se cultive très mal. Alors peut-être qu'elle ne se vend pas parce que justement elle est difficile à ensemencer. Voilà. Après, vous pouvez, si vous êtes très motivé, faire des choses qui s'appellent pétillante sur eau. C'est le champagne des fées. Je trouve ça tellement mignon. C'est tellement rapide à préparer. Ah oui? Oui. Tu en fais un petit peu? Ah, génial! Ok, donc effectivement, il faut bien couper, utiliser que les fleurs. Sur eau, qu'on laisse macérer en fait avec du citron et du sucre. Exactement. Et puis ça fait une petite limonade pétillante. Je trouve ça génial. Ça peut être le même principe, mais avec du gingembre, avec du curcuma. Et puis, c'est pareil, on peut faire du lait fermenté, qu'on appelle le lait Ribot, qu'on peut trouver tout près aussi. Voilà. Après, voilà, je ne vais pas vous donner des recettes. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver des choses assez facilement sur YouTube, où il y a un site Internet qui s'appelle Ni Cru Ni Cuit. Et là, vous trouvez aussi pas mal de recettes pour démarrer un petit peu ce genre de choses.
Et puis il y a autre chose d'intéressant, c'est les lactofermentations. Vous savez, notre fameuse choucroute, ben voilà, tout simplement, c'est ancestral, c'est des techniques ancestrales et c'était déjà de la lactofermentation. Alors attention, lactofermentation, ça n'a rien à voir avec le lait, c'est lactobacillus, c'est la bactérie en fait qui permet la fermentation. Et donc en fait, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de faire ses propres fermentations avec ses légumes du jardin. Donc avec du sel ou de la saumure, on fait ses bocaux pour conserver ses légumes d'été en hiver par exemple, et inversement. Alors, il ne faut surtout pas stériliser les bocaux, hein, parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. Et ce n'est pas les conserves chauffées. Hein, on ne va pas chauffer, c'est vraiment conserver dans le sel ou le jus. C'est une culture sans air, en fait, et qui va se conserver grâce au pH. Hein, le pH qui va diminuer. À un moment donné, vous connaissez le pH, hein, on est à 7 hein, normalement, nous à peu près, et on sait que quand on va démarrer une fermentation, donc on prend son bocal, on met par exemple ses carottes râpées, on presse toujours très bien et il y a du jus qui va sortir parce qu'on va doser avec du sel, hein, on va mettre du sel, on va presser jusqu'à ce que le liquide monte au-dessus, il faut que ce soit couvert. On peut aussi très bien faire un bouillon, c'est une autre technique, on fait un bouillon et on met jusqu'en haut parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air et on referme. Ok ? Alors un bouillon, c'est pas un bouillon Knorr, hein. On fait un bouillon soi-même. On peut mettre par exemple du thym et du laurier qui ont des propriétés anti-infectieuses. On peut mettre du curcuma et du gingembre par exemple hein, dans ces conserves. Et donc à un moment donné, les bactéries vont commencer à faire leur petit travail. Le pH va diminuer aux alentours des 4,5. La fermentation va s'arrêter. Et le mélange sera stable. Il n'y aura pas de moisissure. Ça va tout simplement s'arrêter et se conserver. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. On va les conserver 1 an, généralement, le temps qu'il y ait la nouvelle culture et de refaire les prochains légumes. Quel est l'intérêt de cette fermentation ? Déjà, ça va rendre biodisponibles toutes les vitamines et les nutriments. En gros, la fermentation va vous permettre d'absorber encore plus de vitamines, plus de minéraux. Les fibres vont être beaucoup plus digestes. Vous aurez beaucoup plus de facilité à digérer les fibres des légumes fermentés. Ils vont tuer les nitrites qu'on peut trouver des fois dans certains légumes, par exemple. Et bien sûr, ça va renforcer votre microbiote intestinal. Donc c'est vraiment très intéressant de se remettre à ce genre de pratique. Après, voilà, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, ça peut être une très bonne technique. Sachez aussi que le jus, vous pouvez l'utiliser comme un vinaigre, par exemple, hein, puisqu'il aura ce goût un petit peu acidulé. Et une fois que vous maîtrisez un petit peu les techniques, à vous de mélanger certaines choses, certains légumes, certains aromates en plus pour pouvoir faire des choses sympathiques. Après, il y a d'autres dérivés du soja hein, qui vont être lactofermentés. Ça, c'est des choses que nous, Européens, on n'a pas trop l'habitude, on va dire. Mais par contre, si vous voulez du tout fait et que vous voulez rien faire, ça, c'est assez pratique. C'est-à-dire qu'on peut trouver aujourd'hui en magasin assez facilement du tofu. Alors attention, il faut bien regarder, hein, lacto-fermenté. Donc là, c'est du tofu fermenté. Je vous conseille d'essayer ceux qui sont déjà aromatisés, parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le tofu, c'est pas très, voilà, c'est pas dans nos habitudes, hein, dans nos goûts. Donc il faut essayer de trouver des astuces pour lui donner un petit goût quand même sympathique. Alors attention, ça c'est pire, c'est le tempeh. Donc ça c'est pareil, c'est des graines de soja fermentées qui sont associées, assimilées ensemble. Alors c'est très riche en protéines, c'est fermenté, c'est très intéressant pour la santé. On aime ou on n'aime pas ça, les goûts, hein, c'est variable.
On a également la sauce miso. Donc le miso fermenté, c'est comme chez nous le bouillon, si vous voulez. Hein, c'est un bouillon asiatique, on va dire. Par contre, attention, si on souffre d'hypertension, c'est très très salé. Hein. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais voilà, ça peut donner un petit goût au potage, aux sauces par exemple. Le pain au levain. Le pain au levain, donc le levain, c'est une fermentation. Hein, le levain, on peut également le faire soi-même à la maison. Alors, par contre, on va cuire le pain. Donc, les bactéries, on va les tuer hein, à la cuisson. Mais elles auront eu le temps de faire leur travail avant. Et du coup, il y aura une meilleure assimilation des différents minéraux, comme par exemple le fer, le magnésium. Et en plus, ça augmente la teneur en lysine. Donc ça, c'est un acide aminé essentiel qu'il faut apporter dans l'alimentation. Donc ça peut être intéressant pour ça. Oui, on n'aura pas les bienfaits des bactéries. Par contre, elles ont fait le travail. Elles ont fait le job avant. Et du coup, en termes de micronutriments, votre pain est beaucoup plus intéressant. Et on a également la levure de bière. Ça, c'est un petit bonus aussi. C'est peut-être d'ailleurs le truc par lequel on peut commencer. Pas trop compliqué. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'on peut saupoudrer sur les potages, sur les salades, sur les... Voilà. En liquide? Ah non, c'est pas pareil. Mais attention à pas chauffer. Alors c'est après cuisson hein, qu'on va le rajouter. Donc voilà, j'en arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que vous pensez des baies de goji C'est des aliments intéressants qui vont vous apporter des vitamines et des minéraux. Pas plus. Ben, c'est bien, ça vient compléter. Voilà. Le jus de grenade, ça a des propriétés particulières. Le jus de grenade, c'est antioxydant en fait. Hein. Vous savez, c'est tout ce qui est rouge, violet, comme ça, c'est très riche en propriétés antioxydantes et en vitamine C notamment. Hein. Donc voilà, après pour notre thématique du jour, il n'y a pas forcément de lien, mais par contre, effectivement, ça peut être intéressant. Faites quand même très attention au sucre qu'il peut y avoir dans les jus, hein, qui peut être un peu délétère, on va dire. Hein. Juste une question. Vous disiez tout à l'heure, c'est bien de commencer à prendre toutes ces choses-là, mais comment savoir si je manque pour reprendre des compléments alimentaires? Comment je le sais, moi, que je manque? Alors, par rapport aux probiotiques, vous voulez dire? Ouais. Moi, je pense que c'est alors déjà, on a... Non. Alors, par rapport aux probiotiques, c'est les troubles digestifs, déjà, ou justement la prise d'antibiotiques, etc., ou de virus qui peut passer par là. Là, ça peut être intéressant. Par rapport aux vitamines et aux minéraux, je pense qu'il faut un petit peu analyser sa consommation. Est-ce que je consomme suffisamment de fruits et de légumes crus, par exemple? Aujourd'hui, on sait que malheureusement, ils sont plus aussi riches en vitamines que 10 ans en arrière. Hein, voilà. Donc, même si on mange du cru, on peut potentiellement manquer un petit peu, mais c'est l'état de fatigue, comment on se sent finalement, ça peut être une piste en fait. Hein. Le cholestérol aussi par rapport à l'huile de sang? Alors le cholestérol, par contre, par rapport aux oméga 3, oui. C'est-à-dire que là, HDL, LDL, cholestérol, on peut avoir une indication effectivement assez facilement. Et les différents types de chocolat? Alors, sachez que entre le chocolat noir et le chocolat au lait, il n'y a aucune différence de calories. Donc j'ai envie de dire, mangez le chocolat que vous aimez. Par contre, par rapport aux propriétés, le chocolat noir a plus d'intérêt, on va dire, par rapport à ses propriétés que le chocolat au lait. Le 85 est meilleur ou pas? Oui, plus on va monter, effectivement, plus on aura de la pâte de cacao et moins de sucre. Pardon? Je me suis toujours laissé dire que le chocolat au lait était plus sucré que le noir. Mais c'est vrai. Mais en fait, le chocolat noir, caloriquement, si vous comparez, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le chocolat noir, il y a plus de pâte de cacao et donc de graisse. Dans le chocolat au lait, il y a moins de pâte de cacao, mais plus de sucre. Et l'un dans l'autre, c'est quasiment pareil. Donc, moi, des fois, je dis, au lieu de se forcer à manger un chocolat qu'on n'aime pas, si on arrive à être raisonnable avec 2 carreaux de chocolat au lait, pourquoi pas, hein, moi, ça ne me perturbe pas. Hein. Donc, par rapport à cette thématique,
Prendre soin de son microbiote, c'est une démarche qui est globale et qui passe d'abord par une alimentation équilibrée. On démarre déjà par valider un petit peu les différents points de l'alimentation équilibrée avec cette inspiration méditerranéenne, notamment sur les fibres, notamment sur plutôt des viandes blanches et notamment sur la consommation d'oméga 3. Et puis après, on peut aller chercher des petits bonus. Et donc là, ça va être les probiotiques, les prébiotiques, les aliments, les boissons fermentées. Mais ne cherchez pas à tout révolutionner du jour au lendemain. Essayez peut-être petit à petit de mettre en place certaines petites astuces, certains petits plus pour prendre soin du coup de votre microbiote et du coup de votre santé de manière générale. Voilà. Oui. J'ai une question qui est très importante pour moi. Je suis tout à fait convaincue de tout ce que vous dites. Alors, comment faire passer ce message à nos enfants qui ont des petits-enfants? Parce que quand je dis, les gamins, ils mangent des galettes de riz, ils mangent du choc à pic le matin. Moi, je voudrais qu'ils mangent un peu des oléagineux, j'insiste un peu. Je passe pour une rabat-joie, pour une donneuse de leçons. Nous, on sait comment nourrir, de manière équilibrée nos enfants. Alors, mais ça, c'est que ne nous casse pas tout le temps les pieds avec ça. Moi, j'ai pas de baguette magique, mais je dirais que on peut pas forcer quelqu'un qui n'est pas convaincu ne le fera pas. Donc sinon, on marche à contresens, effectivement. Mais si vous avez la possibilité de proposer, s'ils sont chez vous à la maison, c'est vous qui proposez peut-être ce dont vous avez besoin. C'est pareil pour les enfants. Souvent, on dit oui, ils ne mangent pas de légumes. Moi, mes enfants ne mangent pas de légumes, ils n'aiment pas ça, etc. Mais parce que souvent, on se casse la tête à faire des plats cuits et des plats cuisinés. Et les enfants, ils n'aiment pas trop ça, les légumes cuits. Mais proposer des légumes crus, les enfants, ils adorent croquer comme ça dans les carottes. N'hésitez pas à leur proposer des légumes crus et vous verrez que ça fera... Vous allez moins vous casser la tête déjà et en plus ce sera plus facilement mangé. Ou des bâtonnets, moi j'ai des enfants en bas âge, j'arrive à intégrer comme ça des petits trucs à force de proposer. Alors des fois c'est un échec, c'est pas grave, je reteste d'une autre manière. Les légumineuses, les salades de pois chiches, ça passe si on les met on les mélange avec d'autres choses, avec d'autres légumes. Ou bien on fait du houmous, on mixe, on apprend, on les emmène en cuisine, on leur montre. Les oléagineux, on peut les proposer avec, par exemple, des fruits secs à côté pour que ce soit un petit peu plus sucré quand même. Donc on peut proposer quelques noix avec quelques raisins secs, par exemple, pour que ça fasse quand même un apport sucré. Ou bien il y a aussi l'alternative de la purée d'amandes, parce que des fois c'est un peu dangereux pour les enfants de proposer des amandes comme ça. Donc il y a la purée d'amandes qu'on peut tartiner, qui a les mêmes bienfaits. Ça peut être une alternative. Mais il n'y a rien de plus difficile d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie. Ça, je pense que ça dépend de l'âge. Quand ils sont plus grands, ils font beaucoup plus attention qu'on ne le pense. Oui, ce sont des étapes dans la... Oui, il y a des périodes où effectivement c'est peut-être pas la peine d'insister, mais néanmoins je pense qu'aujourd'hui, moi je le vois, on est quand même dans une société où on porte quand même de plus en plus attention à l'alimentation. Maintenant, il y a certains pour qui c'est pas important et je crois qu'il faut le respecter aussi. Ça, j'ai envie de dire, on est chacun sensible à certaines choses et moins à d'autres, mais proposer. Je trouve que c'est toujours une bonne solution et ça passe toujours mieux que d'imposer. Je propose, tu prends pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez parlé tout à l'heure du thé vert, des bienfaits du thé vert. Et moi, je suis une grande consommatrice de thé vert, mais thé vert à la menthe. Alors, est-ce que non, ça change pas. C'est juste qu'il y a l'arôme en plus, en fait, mais la propriété du thé vert sera là. Pas de problème. Oui, mais le thé noir n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Comment? Non, ce n'est pas mauvais non plus, mais non, pas du tout. Et la vitamine D, est-ce que c'est juste pour les nourrissons et les vieux de notre âge ou c'est conseillé à toutes Ça fait des années que j'en prends en complément et je suis pas encore très très vieille. Voilà.
Moi, je suis pas médecin, hein, donc voilà, il faut toujours se référer à son médecin. Hein. Mais effectivement, on voit que la plupart de la population est carencée en vitamine D. Chez nous, on manque de soleil. Hein, et quand même, la plus grande source de vitamine D, c'est le soleil. Hein, c'est pas l'alimentation. Donc voilà. Donc on vit plus longtemps au bord de la Méditerranée. Je ne sais pas, peut-être, oui. En tout cas, on a moins de pathologies cardiovasculaires, notamment, hein, que malheureusement quand on monte vers chez nous. Vous parliez du houmous tout à l'heure. Oui. Et moi j'aime bien quand il y a un apéro, préparer du houmous, préparer de la tapenade, des choses comme ça, avec les bâtonnets de légumes. Mais je me posais la question de la tapenade, parce que moi c'est un truc, j'adore ça, c'est au-dessus de tout pour moi. Et je me posais la question des apports positifs, négatifs. Mais c'est très intéressant, hein. Ça vient de l'olive en fait. Hein. Donc l'olive, oméga 9, c'est des bonnes graisses, des graisses qui sont protectrices de la santé. Petite vigilance sur le fait qu'il y ait des graisses en fait, hein, et du coup qu'il ne faut pas, voilà. En plus, voilà, donc ça c'est des bonnes graisses, donc très intéressant pour la santé. Juste petite vigilance sur le fait qu'il ne faut pas en abuser par rapport à l'aspect calorique. Mais par contre, il vaut mieux ça que chips et autres... voilà, exactement. Du profil lipidique, on n'est pas sur la même chose. C'est très intéressant. Intégrer dans un repas, par exemple. Ah bah oui. Ça peut... Mais c'est comme le soir. Hein, je dis souvent comme exemple, on peut très bien se faire une tartine le soir à base de pain complet. On écrase un avocat, on met un peu de truite fumée, on se fait une belle salade et on a un repas équilibré, vite fait, bien fait. Au lieu de prendre le pain, le beurre, la charcuterie, on se fait une tartine, ok, mais avec des trucs un peu plus végétal, un peu plus santé. Je voulais juste vous remercier de votre attention encore. Merci d'avoir participé à cette conférence et puis peut-être une autre fois sur une autre thématique. Merci. C'était très intéressant. Ok, super.